cette vidéo la deuxième partie de l'unité 1 concernant le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie chimique, c'est-à-dire l'ATP, en énergie mécanique, c'est-à-dire mouvement ou bien contraction. Mais pour cela, on doit d'abord enregistrer les contractions musculaires. Donc, grand 1, enregistrement des contractions musculaires. Comment on enregistre ces contractions? Grâce à un dispositif appelé myographe. De quoi est composé ce myographe? Il est composé d'un cylindre enregistreur sur lequel vont se faire des enregistrements, des stylets qui vont faire des tracés sur ce cylindre, un stylet qui va appeler un stylet inscripteur qui va donner l'enregistrement, c'est-à-dire le myogramme, le tracé de la contraction musculaire, un stylet qui va donner l'instant de la stimulation, appelé artefact de stimulation, et un autre stylet lié à un diapason, c'est-à-dire il va jouer le rôle d'un chronomètre, il va enregistrer le temps, on appelle signal de temps. Ce cylindre enregistreur peut tourner grâce à un moteur autour d'un axe. Comment on prépare la grenouille? On va la décérébrer, c'est-à-dire on va détruire son encéphale, et on va la dénucléer, c'est-à-dire on va détruire sa moelle épinière. Pourquoi? Pour qu'elle soit inerte, elle ne peut faire aucun mouvement. Ensuite, on dégage le muscle de la part postérieure, c'est-à-dire le muscle gastro-œnémien, et le nerf sciatique qui énerve ce muscle. Et l'excitation va être sur le nerf sciatique. On va commencer premièrement par une seule excitation. Donc on va faire petit 1 cas d'une seule excitation ou bien stimulation efficace. Donc après avoir préparé la grenouille, le muscle gastro-œnémien est lié au stylet inscripteur grâce à un fil. Donc si on excite le nerf sciatique, excitation, un influx nerveux va se propager le long du nerf sciatique jusqu'à arriver au muscle. À ce moment, le muscle va se contracter. Le muscle, en se contractant, il va se raccourcir, diminuer de pareil. Donc, s'il se raccourcit, il va tirer sur le fil et le fil va tirer le stylet. À ce moment, le stylet va monter. Supposons qu'on a le cylindre enregistreur, le stylet inscripteur. Si le muscle se contracte, le fil va tirer sur le stylet et le stylet va monter. Donc, il va donner un trait montant. Ensuite, le muscle se relâche et le stylet revient à sa place. Donc on enregistre dans ce cas un trait vertical, la montée correspond à la contraction et la descente correspond au relâchement. Cet enregistrement est obtenu si le cylindre est fixe. Je vais mettre cylindre fixe. Maintenant, si le cylindre tourne autour de l'axe, le trait vertical va être un peu courbé, c'est-à-dire que le stylet monte et le cylindre tourne. Donc l'enregistrement sera comme ça. Donc on aura un trait montant mais incliné. Le trait montant incliné et la descente, c'est le relâchement. Cylindre mobile. Donc, dans les deux cas, l'enregistrement appelé, c'est un myogramme, mais puisqu'on est dans le cas d'une seule excitation, ce myogramme est appelé secousse musculaire. Donc, cet enregistrement, ce myogramme, c'est une secousse musculaire avec un cylindre mobile qui tourne. Celle-là, c'est une secousse musculaire avec un cylindre fixe. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on obtient dans le cas d'une seule excitation? On obtient un enregistrement appelé
secousse musculaire. Donc, je vais la refaire. Le moment de la stimulation, appelé artefact de stimulation, artefact de stimulation. Donc, il n'y a rien, mais à ce moment, il y a raccourcissement du muscle, c'est-à-dire la phase de contraction. Donc, AB correspond à une phase appelée phase de latence, où le muscle n'est pas encore contracté. Cette phase de latence correspond au temps mis par l'influx nerveux pour parcourir la distance entre le point d'excitation et le muscle. Ensuite, le muscle se contracte, c'est la phase BC, c'est la phase de contraction. Ensuite, il se relâche, CD, phase de relâchement. Et chaque secousse a une amplitude appelée A. Donc A, amplitude de la secousse musculaire. Qu'on appelle par exemple A. Donc le cas d'une seule excitation donne une secousse musculaire qu'on peut subdiviser en trois phases: la phase de latence, la phase de contraction et la phase de relâchement. Remarque, toujours la phase de relâchement dure plus longtemps que la phase de contraction. Et on passe maintenant au cas de deux simulations efficaces. Donc on va mettre petit 2, cas de deux simulations de deux excitations ou bien stimulations efficaces. Efficaces et de même intensité. Dans ce cas, on aura, selon la position de la deuxième simulation, des enregistrements différents. Par exemple, si on excite une première fois S1, la première simulation, on aura un temps de latence, puis une phase de contraction et une phase de relâchement, et la première secousse est achevée. Si par exemple on va répéter la même stimulation de même intensité S2, c'est-à-dire la S2 coïncide avec ou bien arrive après l'achèvement de la première secousse, à cet instant, on aura la même chose, une phase de latence, une phase de contraction et une phase de relâchement, c'est-à-dire une deuxième secousse. Qu'est-ce qu'on remarque? Si la deuxième stimulation coïncide avec la fin de la première secousse, c'est-à-dire il est impliqué après l'achèvement de la première secousse, on obtient deux secousses musculaires indépendantes isolées. Donc je vais mettre deux secousses musculaires isolées. Maintenant, je vais faire coïncider la deuxième stimulation avec la phase de relâchement de la première secousse. Donc on aura l'enregistrement suivant, S1, un temps de latence, une contraction, phase de contraction, et la phase de relâchement. Et au moment de la phase de relâchement, on va faire la deuxième stimulation. Que fait le muscle? Il va se recontracter une deuxième fois. Donc il va donner une deuxième contraction, une deuxième secousse. La première secousse avec une amplitude A, la deuxième avec une amplitude plus grande. Je vais mettre A'.
Donc A' supérieur à A. Donc dans ce cas, si la deuxième stimulation coïncide avec la phase de relâchement de la première secousse, on aura deux secousses musculaires soudées, mais la fusion entre les deux secousses est incomplète. Je vais mettre fusion incomplète. Fusion incomplète des deux secousses musculaires. Le troisième cas, je vais faire coïncider la deuxième secousse, la deuxième stimulation avec la phase de contraction de la première secousse. C'est-à-dire, on va mettre la première stimulation S1, on aura une phase de latence, et au moment de la contraction, je vais stimuler une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une secousse musculaire géante. Avec une amplitude, je vais mettre à seconde. Donc, à quoi correspond cette secousse musculaire géante? Elle correspond à la fusion complète de deux secousses musculaires. Je vais mettre fusion complète des deux secousses musculaires. Donc, l'enregistrement dépend de la deuxième stimulation. Si la deuxième stimulation arrive après la fin de la première secousse, on obtient deux secousses musculaires isolées. Si la deuxième stimulation coïncide avec la phase de relâchement, on obtient une fusion incomplète. Et si la deuxième stimulation coïncide avec la phase de contraction, on obtient une fusion complète de deux secousses musculaires. Remarque, si on stimule une première fois, S1, on aura une phase de latence. Et on répète une deuxième stimulation, S2, au moment de la phase de latence, on obtient toujours une seule secousse musculaire isolée. Une seule secousse musculaire isolée. Donc, si la deuxième stimulation coïncide avec la phase de latence, on obtient une seule secousse musculaire isolée. Donc, c'est le cas de deux secousses musculaires. On passe à plusieurs stimulations. Donc, c'est le cas de deux stimulations efficaces. Donc, si on fait plusieurs stimulations à la fois, on aura l'enregistrement suivant. Donc, je vais mettre cas de plusieurs excitations efficaces de même intensité. Dans ce cas, on aura soit les excitations ont une faible fréquence, c'est-à-dire dans un laps de temps, on va exciter 10 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, dans le même laps de temps. Par contre, dans la même durée, on va exciter plusieurs fois. Dans ce cas, faible fréquence des excitations. Ici, on a une forte fréquence des excitations.
ils sont éloignés les unes des autres. Dans ce cas, on obtient un myogramme qui a l'allure suivante. Et dans ce cas, on aura un myogramme qui a l'allure. Quelle est la différence entre ce myogramme et ce myogramme? Le plateau de ce myogramme il est ondulé, c'est-à-dire que le muscle va se relâcher et se recontracte une deuxième fois. Ici, il est tétanisé, il reste contracté. Ce myogramme est appelé tétanos parfait. Tétanos parfait. Et celui-là, c'est un tétanos imparfait. Donc ce tétanos, c'est un tétanos expérimental. Comment on l'explique? Le tétanos imparfait est expliqué par le fait que chaque simulation coïncide avec la phase de relâchement de la secousse précédente. Donc il y aura fusion incomplète des secousses musculaires. Dans le cas du tétanos parfait, chaque simulation coïncide avec quoi? Elle coïncide avec la phase de contraction de la secousse précédente, c'est-à-dire qu'on aura une fusion complète de toutes les secousses musculaires. Ce tétanos, c'est un tétanos expérimental, j'ai dit, mais il y a un tétanos qui est une maladie. Il est dû à une bactérie qui, lors d'une blessure, il va pénétrer dans la peau, à travers la blessure, et il va sécréter une protéine appelée la toxine tétanique. Cette toxine tétanique va exciter le système nerveux et tous les muscles vont être contractés. Donc l'individu malade aura ses muscles contractés, les bras contractés, le dos courbé, les condyles contractés, et si la contraction arrive au muscle, il meurt. Donc maintenant, on va passer à l'influx de l'intensité de l'excitation. On a excité avec la même intensité. Maintenant, on va changer l'intensité de l'excitation. Donc, je vais mettre petit 4, effet de l'intensité de l'excitation. Donc, on va faire augmenter l'intensité de la simulation. Et on va faire l'enregistrement avec deux cas. Avec un cylindre fixe et un cylindre mobile. Donc supposons par exemple qu'on va exciter avec une intensité I0. C'est-à-dire 0,1 mV par exemple. Avec un cylindre fixe, on obtient quelque chose comme ça. Avec une intensité I1 qui est plus élevée que I0, on obtient une secousse, un trait montant et un trait descendant. C'est une secousse musculaire avec un cylindre fixe. Ensuite, on va augmenter l'intensité I2. On obtient une secousse qui a la valeur suivante, et ainsi de suite. I3, I4. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? L'intensité de la simulation augmente. Que fait l'amplitude des secousses musculaires? Elle augmente jusqu'à atteindre une valeur maximale, puis elle reste stable. La même chose pour un cylindre mobile. Pour I0, on n'obtient rien. Première secousse, la deuxième, la troisième et la quatrième. I0, I1, I2, I3, I4. Donc la même chose, l'amplitude augmente jusqu'à atteindre une valeur maximale, puis elle reste stable. Comment on explique la variation de l'amplitude des secousses musculaires? Eh bien, le muscle est formé d'un ensemble de fibres, ou bien de faisceaux de fibres musculaires.
Supposons qu'on a un muscle qui est formé de plusieurs fibres musculaires. Si on fait une coupe transversale au niveau du muscle, on obtient les têtes des fibres musculaires. Donc ces points représentent les têtes des fibres musculaires. Muscle, coupe transversale du muscle. Donc si on excite avec une intensité plus faible, I0, on n'enregistre pas de secousse musculaire, on dit que l'intensité I0 est inefficace, il est infraliminaire, il est inférieur au seuil de l'excitation. Par contre, les autres intensités, on dit qu'ils sont efficaces, ils sont supraliminaires, c'est-à-dire au-dessus du seuil d'excitation. Maintenant, si on excite avec une I1 qui est efficace, certaines fibres vont répondre, certaines fibres vont être contractées. Supposons que cet ensemble de fibres vont répondre à cette première stimulation efficace I1. Si j'augmente l'intensité de stimulation, quelles fibres vont répondre? Les premières fibres qui ont répondu à l'intensité 1, additionnées ou bien et un deuxième lot de fibres qui vont répondre à cette intensité I2. Si j'augmente l'intensité, d'autres fibres vont répondre jusqu'à ce que toutes les fibres vont répondre à l'excitation. À ce moment, l'amplitude des secousses reste constante. Ce phénomène est appelé phénomène de recrutement. C'est-à-dire, à la première excitation, il y a certaines fibres qui vont répondre. À la deuxième qui a une intensité plus grande, s'ajoute aux premières fibres un deuxième nombre de fibres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les fibres vont répondre. L'amplitude des secousses musculaires reste constante. Ce phénomène est appelé phénomène de contraction. Maintenant, on va passer à grand 2, les phénomènes liés à la contraction musculaire. Et je vais mettre grand 2, phénomènes liés à la contraction musculaire. Et on va commencer par petit 1, les phénomènes thermiques. Phénomènes thermiques. Donc ces phénomènes thermiques sont enregistrés grâce à un dispositif appelé thermocouple. Ce thermocouple est formé de deux aiguilles. Et chaque aiguille est formée de deux lames. Donc, le muscle, une température référentielle, c'est-à-dire qui a une température constante, supposons 37 degrés l'eau, 37 degrés Celsius. Une aiguille est piquée dans le muscle. Cette aiguille est formée de deux lames. Une lame formée de l'or et une autre est formée de nickel, de Ni. Cette aiguille qui est formée de deux lames, une autre qu'on va mettre dans l'eau, elle aussi est formée d'une lame d'or et une lame de cuivre. Les deux aiguilles vont enregistrer la différence de température entre les deux milieux, entre le muscle et une température référentielle, par exemple l'eau. Ces deux aiguilles sont liées à un amplificateur pour amplifier la différence, puisque la différence est faible. Donc cet amplificateur va l'amplifier comme un amplificateur de 100. Amplificateur. Cet amplificateur est lié à un oscilloscope qui va faire l'enregistrement de la différence de température. Maintenant, si on a un muscle à 37 degrés, au niveau de l'oscilloscope, on enregistre une différence de potentiel qui est nulle. Donc l'oscilloscope va
m'indiquer que j'ai une différence de 0 degré entre les deux milieux. Maintenant, si j'excite le muscle, excitation, la température, supposons qu'il monte à 39 degrés, l'oscilloscope va me dire que j'ai une différence de 2 degrés. Donc il va enregistrer une différence de 2 degrés. Si la température augmente ou descend, l'oscilloscope va enregistrer la différence. Si elle monte, il va donner une courbe montante ou bien une courbe descendante si la température est plus faible. Donc, qu'est-ce qu'on enregistre grâce à ce dispositif? Le résultat est le suivant. Pour une fibre musculaire, on a la contraction, le myogramme, secousse, musculaire. Donc on va enregistrer la secousse musculaire et en même temps la chaleur dégagée par le muscle. Pour la chaleur, on aura deux types de chaleur. Une chaleur qui accompagne la secousse musculaire et une autre qui est libérée après l'achèvement de la première secousse. Donc la première chaleur est appelée chaleur initiale. La deuxième, c'est une chaleur retardée. Donc, quelle est la différence entre la chaleur initiale et la chaleur retardée? La chaleur initiale, elle est de courte durée, mais d'intensité importante. La quantité est importante. Par contre, la chaleur retardée, elle a une durée plus longue, 1 à 2 minutes, mais de faible quantité. Si on fait un zoom ou un agrandissement sur la chaleur initiale, on trouve qu'elle est composée de 3 types ou bien de 2 types de chaleur. Donc la secousse musculaire en détail, on a la phase de latence, la phase de contraction et la phase de relâchement. Pour la chaleur, il y a dégagement d'un type de chaleur appelé chaleur de contraction. Ensuite, elle diminue. On a un autre type de chaleur appelé chaleur de soutien. Et au moment de relâchement, on a un autre type de chaleur appelé chaleur de relâchement. Après, on aura la chaleur retardée. Donc, chaleur retardée. 3 types de chaleur. J'ai dit chaleur de contraction. Ensuite, la chaleur de soutien. Et enfin, la chaleur de relâchement. L'ensemble constitue la chaleur initiale. Chaleur initiale. Donc après, on va passer à l'origine de l'énergie musculaire. C'est-à-dire le muscle, il procure son énergie d'où? On sait que l'énergie des cellules est l'ATP, mais d'où provient cette ATP? Donc, on a vu que l'ATP, il provient du glucose. Ce glucose, elle est emmagasinée au niveau du muscle sous forme d'un glucide complexe appelé le glycogène. Donc, qu'est-ce que le glycogène? C'est un polymère de glucose. C'est-à-dire, c'est une molécule formée de plusieurs molécules de glucose. On a vu que le glucose a une forme cyclique. C6H12O6.
il est lié avec un autre glucose par une liaison glycosidique, et ainsi de suite, n fois, plusieurs fois, des milliers de fois. Donc ça, n glucose, n fois la molécule de glucose, constitue ce qu'on appelle glycogène. Donc, la formule chimique du glycogène, puisque la liaison se fait par élimination d'eau, la formule générale du glycogène, c'est C6H10O5 N fois. Donc, au moment, pour procurer son glucose, le muscle va hydrolyser le glycogène. L'hydrolyse se fait en présence d'eau. On a besoin de N molécules d'eau pour donner ce qu'on appelle le glucose, qui est le C6H12O6. Combien de fois N molécules de glucose? Cette réaction, c'est l'hydrolyse du glycogène que vous avez vu en première année bac pour les sciences X. Vous l'avez appelé glycogénolyse. Glycogénolyse. Glucose. Une fois le glycogène est hydrolysé, le muscle, grâce au glucose, va produire l'ATP soit par fermentation lactique, soit par respiration. Donc on a fini avec la première partie concernant l'enregistrement des types de myogrammes et les phénomènes thermiques liés à la contraction musculaire. Et en plus, on a vu l'origine de l'énergie musculaire. Maintenant, on a vu l'enregistrement des contractions musculaires, les phénomènes liés à la contraction musculaire. La prochaine fois, on va voir la structure du muscle et quel est le mécanisme de contraction musculaire, comment se fait cette contraction. Donc, à ce moment, au revoir et à la prochaine fois. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de s'abonner à la chaîne.